Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme le plus chiant du monde, son atteint. Eh ben, il dit qu'il est toujours aussi con. Dans les épisodes précédents, nous partions de San Francisco pour rejoindre Ashton dans l'Idaho. Une aventure de plus de 3000 km où nous traversions les états de Californie, du Nevada, de l'Arizona, de l'Utah et de l'Idaho, avec comme objectif de nous rendre au parc national de Yellowstone, à la frontière entre le Montana et le Wyoming. 3000 km de route intense et magnifique, mais ce voyage nous réserve encore quelques surprises. Alors, le célèbre parc national de Yellowstone tiendra-t-il ses promesses? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Great America. Partant d'Ashton dans l'Idaho, nous nous retrouvons une toute dernière fois à sillonner les sentiers sauvages de l'Amérique, sans cesse à la recherche de paysages incroyables avant que cette aventure ne touche à sa fin. Parcourant les somptueux décors du Montana et du Wyoming, traversant les majestueux parcs de Yellowstone jusqu'aux contrées sauvages de Grand Teton, l'Amérique a encore tant à nous offrir et si peu de temps pour l'explorer. Une manière pour moi de rendre hommage à cette terre aux mille merveilles et à la grandeur étourdissante. Une dernière vidéo pour une dernière aventure dans ce pays où les contradictions n'ont d'égal que la grandeur du paysage. Une beauté sauvage et implacable dans un décor intact et préservé, profitant de ces derniers instants pour continuer à nous émerveiller face à la splendeur de cette nature irrésistiblement hostile et attirante. On se retrouve donc ce matin au Fishing Beer Lodge, dans la paisible bourgade d'Ashton, Idaho. Avant d'entamer la fin de notre périple, nous profitons de la douceur des lieux pour reprendre quelques forces et partager cet instant de détente dans cette petite ville qui, le soir de notre arrivée, fut perturbée par d'importantes inondations. Après l'incendie de Yosemite, les coulées de boue à Death Valley nous obligeant à faire un détour de 500 km, le Covid de ma mère, les orages à Page et Canyonland, c'était au tour de Yellowstone de subir les terribles lois de la nature, bloquant certaines parties du parc, encore aujourd'hui interdites aux visiteurs. C'est ainsi que nous nous retrouvons donc à traverser les décors paisibles et sauvages du nord de l'Idaho. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'entrée du parc de Yellowstone, et le décor a bien changé par rapport à ceux que nous avons rencontrés ces dernières semaines. Les vastes forêts de conifères ont remplacé les canyons désertiques de l'Utah et de l'Arizona. À peine arrivés à la frontière entre l'Idaho et le Montana, que nous sommes accueillis par le brouillard et quelques gouttes de pluie. C'est accompagné par la présence de nombreux motards que nous arrivons enfin dans la petite ville de West Yellowstone. Habitués aux chaleurs infernales de la première partie de notre voyage, nous sommes surpris par la fraîcheur des températures qu'il fait ici. C'était mieux à 42 ? On se retrouve donc à l'entrée ouest du parc national de Yellowstone, le point de départ de notre excursion. Avant de commencer la visite du parc, je vais vous faire un petit briefing sur les caractéristiques que présente cet endroit incroyable. À cheval sur les états de l'Idaho, du Montana et du Wyoming, le parc national de Yellowstone est un vaste terrain de jeu pour les amoureux de nature et les passionnés d'animaux en tout genre. Pour commencer, le parc national de Yellowstone est immense. D'une superficie de 9000 km², on pourrait facilement y rentrer les villes de Paris, Los Angeles, New York, Mexico, Tokyo, Hong Kong et Rio de Janeiro dans cet espace naturel entièrement préservé. Côté habitants du parc, les premières tribus qui peuplaient cette région étaient appelées les Crows, ou corbeaux en français pour faire simple. La tribu des Crows, ou Apsaaluk dans leur langue natale, fut la première tribu connue à avoir désigné Yellowstone comme territoire sacré et lieu de vie dans cette région particulièrement sauvage, où pour survivre, il ne fallait reculer devant aucun danger dans cette région peuplée d'animaux féroces. Les Crows chevauchaient sur leurs fières montures à la recherche des troupeaux de bisons ou tatanka en langue amérindienne qui constituaient une grande partie de leur ration de nourriture et de fourrure qu'ils utilisaient comme monnaie d'échange lors de trocs avec d'autres tribus. Ce n'est qu'à partir de 1806 que les premiers Européens découvrirent la région de Yellowstone lors de l'expédition Lewis and Clark qui consistait à parcourir les régions sauvages et encore inexplorées des territoires du nord de l'Amérique. Parmi cette expédition figurait le très célèbre explorateur de Virginie, John Colter, qui après avoir traversé seul l'ensemble des Rocheuses pendant plusieurs mois, finit par découvrir la vallée de Yellowstone. Le roman de T.C. Boyle, The Harder They Come, Les Vrais Durs en français, évoque plusieurs événements de la vie de Colter, comme sa rencontre avec les Crows ou la fuite qu'il dut prendre face aux terribles Indiens que l'on nommait Blackfoot. Aujourd'hui encore, John Colter est considéré comme le tout premier mountain man, ou l'homme des montagnes, le trappeur. Concernant les animaux du parc,
On peut dire que Yellowstone est une véritable arche de Noé. D'après les relevés de l'UNESCO, on trouve pas moins de 5000 bisons, 600 ours noirs, 750 grizzlies, 20 000 wapitis, 250 loups et 200 élans. Et c'est bien sûr sans compter sur de nombreux autres animaux, comme les coyotes, les pumas, les antilopes, les lynx, les renards, les loutres et bien sûr le fameux pygmergue à tête blanche, symbole de l'Amérique. Bref, vous m'aurez compris, il y en a vraiment beaucoup. Côté situation géographique, le parc national de Yellowstone se situe entre 2400 et 3500 mètres d'altitude, avec un climat dont les amplitudes thermiques sont énormes. La température de la zone peut descendre vraiment très bas, avec des températures hivernales pouvant atteindre les moins 50 degrés l'hiver, et des étés plutôt chauds, montant jusqu'à 35 degrés. Le secret qui fait que la vie tient le choc à la rudeur de l'hiver de Yellowstone se cache dans les entrailles du parc. Assis sur un super volcan de 80 km de long par 55 km de large, les visiteurs n'ont qu'une très vague idée du monstre qui sommeille sous terre. En effet, ce super volcan pourrait, s'il devait entrer en éruption, entraîner des effets cataclysmiques à l'échelle de la planète. Les 10 000 km3 de magma en fusion cachés dans les profondeurs de Yellowstone seraient suffisants pour ensevelir la France entière sous 15 mètres de matière. Le parc national de Yellowstone se trouvant dans une zone où l'activité sismique est importante, tous les paramètres sont réunis pour que l'humanité tout entière soit un jour confrontée à ce terrible cataclysme. Si la lave découlant de ce super volcan ne sortirait pas du territoire américain, les retombées des cendres, elles, plongeraient le monde dans un terrible hiver volcanique, anéantissant les cultures et polluant les cours d'eau, provoquant une longue période de famine sans équivalent à l'échelle de la planète. Quant à la chape de dioxyde de carbone entraînée par l'éruption, elle ferait augmenter de 10 degrés Celsius les températures mondiales. D'après la FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, les coûts engendrés par l'éruption pourraient atteindre les 3 trillions de dollars, portant un coup fatal à l'économie avec une chute des cours de la bourse, plongeant le monde dans l'obscurité. Un écosystème des plus fragiles, dont l'équilibre repose sur des piliers particulièrement instables. Mais Yellowstone a encore beaucoup à offrir. D'après les rapports de l'UNESCO, Yellowstone est un des derniers grands écosystèmes encore intacts de l'hémisphère nord. Yellowstone possède la plus grande concentration de geysers de la planète, soit 2/3 des geysers présents dans le monde. On y trouve aussi plus de 10 000 caractéristiques thermales, ce qui représente plus de la moitié des phénomènes géothermiques mondiaux. Les différents écosystèmes présents dans le parc offrent des possibilités sans égales pour la conservation et les études de la biodiversité de terres sauvages à grande échelle. Le 1er mars 1872, le décret concernant la protection de Yellowstone fut signé. Appuyé par le très célèbre photographe William Henry Jackson, dont les photos et les peintures ornaient les murs de milliers de foyers américains, le 18e président des États-Unis, Ulysses Grant, décréta alors la région de Yellowstone d'intérêt général. Il signa la législation faisant de Yellowstone le premier parc naturel protégé au monde, déclarant que si ce n'est pour sa culture, la nature de l'Amérique au moins doit faire l'admiration du monde. Et c'est ainsi que naquit le premier parc national de la planète. Ainsi donc, nous nous retrouvons à l'entrée ouest du parc national de Yellowstone, où une sympathique ranger nous indique que les routes menant au nord du parc sont fermées, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Thank you. Notre voyage à travers les splendides décors de Yellowstone pouvait enfin commencer. Le parc étant immense, nous nous concentrerons donc aujourd'hui sur la verdoyante Madison Valley, la vertigineuse Gibbon Falls, le bouillonnant Geyser Basin, la sauvage Hayden Valley et pour finir, le magnifique bord du lac de Yellowstone. À peine arrivés dans le parc, que nos yeux s'écarquillent déjà face à la beauté sauvage et les eaux limpides de la Madison Valley. Sous notre regard émerveillé, la Madison River se faufile dans les vastes contrées verdoyantes. Attirés par quelques fumerolles, nous commençons à apercevoir une légère brume qui s'échappe de la rivière, signe que les premiers geysers bouillonnants de Yellowstone ne sont désormais plus très loin. Le fabuleux spectacle qui s'offrait à nous pouvait enfin commencer.
La première chose qui m'a frappé en arrivant dans le parc, c'est la proximité avec les animaux évoluant à Yellowstone. À peine arrivé, qu'on pouvait observer au loin des dizaines de wapitis parcourant paisiblement les pâturages de la Madison Valley. Ce cervidé à la démarche distinguée et au bois majestueux est l'animal le plus couramment observé à Yellowstone. Environ 20 000 individus évoluent ici en toute tranquillité. De nature craintif, les wapitis ou elk en anglais ont développé, comme la plupart des animaux du parc, un certain sentiment de sécurité à l'égard des hommes, permettant aux visiteurs de vivre des instants précieux dans cet environnement particulier où chaque été, l'homme et la nature se côtoient pour ne former plus qu'un. La deuxième chose qui me vient à l'esprit quand j'évoque Yellowstone, c'est la particulière et omniprésente odeur de soufre qui émane des bassins bouillonnants du parc. Comme je vous l'expliquais plus tôt dans cette vidéo, à peine à quelques mètres sous la surface de la Terre, se situent d'énormes poches de magma en fusion. Les sources d'eau se forment lorsque l'eau est chauffée par ces poches et émergent par de nombreuses fissures à la surface de la Terre, formant des milliers de bassins d'eau chaude où la température moyenne peut atteindre les 189 degrés Fahrenheit ou quasiment 90 degrés Celsius. Quand les fissures sont obstruées et que la pression devient trop forte, les poches d'eau présentes sous terre se transforment en une véritable bouilloire. L'eau présente dans les cavités se met alors à jaillir telle une cocotte minute, formant ainsi les nombreux geysers présents dans Yellowstone. Après avoir traversé la magnifique Madison Valley, fait un passage éclair à Gibbon Falls puis observé les sources bouillonnantes du Gibbon Geyser Bassin, c'est avec beaucoup de bonne humeur que nous partons découvrir la Hidden Valley, un des endroits du parc où se retrouvent normalement à cette époque les nombreux bisons présents à Yellowstone. Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme le plus chiant du monde ce matin. Eh ben, il dit qu'il est toujours Sur aussi la route con. nous menant au royaume des bisons, j'ai pu profiter des rares instants où mon père se reposait pour placer 2 ou 3 conneries. Et surtout de la crédulité de ma mère, histoire de la faire stresser un peu plus, juste au cas où elle ne le soit pas déjà assez. Mais maman, je crois qu'il y a de la fumée qui sort du moteur. Hein. Chez nous, Ouais, ben, arrête-toi en épaule. ouais, je crois que la fumée elle sort du moteur là. T'écoutes pas. Non mais t'es con toi de raconter des bêtises. Bref, un sacré sale gosse quoi. Arrivé dans la Hidden Valley, l'endroit est tout simplement magnifique et appelle à la contemplation. Traversé par la Yellowstone River dans un décor sauvage et préservé, la nature est ici bel et bien maître des lieux. Nous commençons à apercevoir au loin les premiers grands troupeaux de bisons, et je vous avoue qu'à ce moment-là, je me sens comme un certain Alan Grant dans cette célèbre scène de ce film que vous connaissez sûrement tous. Comme promis, l'assurance de trouver ces animaux dans la Hidden Valley était une certitude. Nous venions de franchir l'imperceptible frontière, nous conduisant à travers les vastes contrées du Wyoming, au paradis des bisons. Le problème avec Yellowstone, c'est sa facilité de pouvoir accéder à des endroits pour le moins hors du commun. Qui dit facile d'accès, dit beaucoup de touristes. Rajoutez à cela quelques bisons sur la route, et vous obtiendrez des centaines de mètres d'interminables bouchons, provoquant non seulement de la pollution au sein du parc, mais aussi des risques d'accidents avec les animaux. Les visiteurs émerveillés peuvent vite se retrouver submergés par la présence en grand nombre de ces imposants mammifères, pour lesquels la rencontre avec des touristes pas toujours très futés n'est généralement pas une partie de plaisir. Heureusement pour eux, leur ossature étant bien plus solide que la nôtre, les bisons ici sont maîtres des lieux et continueront longtemps à régner sur ces magnifiques et vastes étendues. Pendant que la pluie battait son plein sur la Hidden Valley, nous pouvions contempler une fois de plus ces majestueux colosses à la fourrure châtaigne. Parsemé à travers toute la plaine, cet animal au passé tragique évoluait ici en toute sécurité. Avant l'arrivée des colons européens, ils étaient plus de 50 millions disséminés à travers toute l'Amérique du Nord. Dans les années 1800, l'armée ordonna une extermination massive de ce paisible animal dans le but d'affamer les nombreuses tribus amérindiennes dont le bison était la principale source de nourriture, causant la quasi-extinction de ce doux mammifère, dont en 1902, il ne restait plus qu'une vingtaine d'individus. Heureusement pour eux,
La réintroduction mise en place dans les années 1900 a pu faire repartir le nombre des bisons d'Amérique à la hausse. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 individus de ce paisible herbivore qui prospèrent tranquillement dans les différents parcs nationaux des États-Unis. Tout comme le loup et le grizzly, le bison est un précieux allié dans le projet de réensauvagement des parcs nationaux américains. Les scientifiques qui depuis une quinzaine d'années mènent cette expérience ont pu mettre en relation par images satellites la migration de ces herbivores et l'apparition de nouvelles pousses. Ces puissants bovidés engloutissent les nombreux pâturages avec une telle intensité qu'ils forcent les plantes dont il a besoin pour se nourrir à produire continuellement de nouvelles pousses, rallongeant ainsi leur période de croissance. Sans la précieuse présence des bisons parcourant librement le paysage, la période de croissance de ces plantes à Yellowstone serait bien plus courte, l'habitat pas aussi vert et les herbacées pas aussi nutritifs. Conclusion, le bison montre qu'il est littéralement capable de prolonger la durée du printemps, manipulant minutieusement le paysage afin de maintenir un meilleur fourrage pour les nombreux herbivores présents dans le parc. Et en parlant d'herbivores, on se retrouve au bord du lac de Yellowstone où nous attendait une merveilleuse rencontre pour terminer cette journée. Aperçu au loin alors que je prenais des photos en amont du lac, nous avons décidé avec Karine de partir suivre ses traces pour nous retrouver nez à nez avec ce magnifique spécimen. Rassuré par notre présence discrète et amicale, cet imposant mâle au bois majestueux partageait son repas en notre compagnie. Nous avions la chance de vivre une fois de plus une rencontre au plus proche de la nature, nous laissant plus de temps que ce qu'il n'en fallait pour capturer ces magnifiques et précieux instants. Profitant une toute dernière fois de sa présence pour le laisser s'en aller paisiblement, de la même manière dont il nous était apparu. Ces merveilleuses images venaient clôturer avec beaucoup de douceur cette première journée de découverte à Yellowstone. La nuit commençait à tomber sur le parc et les magnifiques couleurs du ciel se mélangeaient à l'épaisse fumée qui s'échappait des nombreux bassins d'eau chaude. Une merveilleuse journée de plus qui touchait à sa fin, contemplatif face à l'immuable beauté de ces paysages grandioses. Il était temps pour nous de reprendre la route et de rentrer à West Yellowstone où nous attendait une bonne nuit de sommeil pour repartir dès le lever du jour à la découverte des nombreux autres trésors que recèle le plus incroyable des parcs nationaux. Un nouveau jour se levait tout en douceur sur le merveilleux parc national de Yellowstone et les premiers rayons du soleil venaient sortir avec beaucoup de délicatesse l'ensemble de la vie présente au sein du parc. Marchant à travers l'épaisse fumée qui se dérobait des nombreux bassins bouillonnants, nous étions subjugués par la beauté qui se dégageait du parc à son réveil. Les nombreux visiteurs n'étant pas encore présents sur les lieux, nous avions le privilège de nous retrouver complètement seuls à contempler ce fabuleux spectacle sur le plus emblématique des bassins de Yellowstone. Et c'est avec beaucoup de gratitude que nous partions à la découverte de ces paysages hors du commun que seul cet endroit si particulier pouvait offrir à nos yeux ébahis.
Le soleil était définitivement levé sur Yellowstone et venait à présent baigner de toute sa splendeur les vastes étendues sauvages du parc où la journée s'annonçait plus que radieuse. Nous passions un dernier moment à deux avant de partir récupérer mes parents qui nous attendaient tranquillement à notre point de départ. Petit clin d'œil à mon adorable neveu Cassim qui à l'aube de cette merveilleuse journée venait de fêter sa 4e année. Anniversaire. Joyeux anniversaire du pays des bisons. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire du pays des bisons. Joyeux anniversaire. Oh. C'est bon, quelqu'un. See, where am I at again? Firehole Barbecue. Yep, that's it. Firehole. Who's running the joint? Après cette courte halte sympathique et reposante, il est temps pour nous d'entamer notre dernière journée à Yellowstone. Notre voyage à travers l'Amérique touche bientôt à sa fin, mais il nous reste encore quelques points à découvrir. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'aujourd'hui nous partons à la découverte du plus célèbre mais aussi du plus majestueux des bassins de Yellowstone. Comme nombre d'entre vous, j'ai été attiré par ce merveilleux endroit grâce à ce magnifique cliché pris par le célèbre photographe Ian Arthus Bertrand en 1999 pour son superbe livre La Terre vue du ciel. Situé à quelques kilomètres de l'entrée ouest du parc de Yellowstone, le Grand Prismatic Spring doit son nom aux incroyables couleurs qui le composent, d'où le nom de Grand Prisme de printemps, en référence aux couleurs formées par la décomposition des rayons du soleil. Ainsi, on y retrouve du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, du rouge et une multitude d'autres couleurs selon l'heure à laquelle on peut l'observer. Petite explication simplifiée de cette multitude de couleurs, au centre de la source, on retrouve de l'eau pure où l'intensité de la chaleur empêche le développement bactérien, d'où sa couleur bleue. Les bandes jaunes où la température est approximativement de 70 degrés favorisent l'apparition d'une bactérie nommée Synechococcus. Plus on s'éloigne du centre, plus l'eau refroidit, plus ces milliards de bactéries se reproduisent pour donner à ce bassin ces incroyables Du couleurs. moment où il y a la plus infime quantité d'énergie à extraire, de simples bactéries trouveront le moyen de s'en procurer. Il y a forcément quelque part dans l'univers des organismes unicellulaires qui évoluent dans des environnements que la vie, telle qu'elle existe sur Terre, ne pourrait jamais supporter. C'est sur ces images impressionnantes du Steamboat Geyser, qui soit dit en passant est le plus haut geyser naturel au monde, que s'achève notre merveilleux séjour à Yellowstone. La fin de ce fabuleux voyage commence à se rapprocher, et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à ce parc hors du commun, qui nous laissera pour le restant de nos jours des souvenirs inoubliables. Des souvenirs qui ne devraient pas en rester là, puisque je me suis fait la promesse qu'un jour, je reviendrai fouler cette terre aux 1000 merveilles. Il est temps pour nous de reprendre notre route à travers les États-Unis afin d'entamer notre voyage de retour, où le départ de Yellowstone sonne la fin de cette incroyable aventure, riche de découvertes et d'émotions. Nous nous retrouvons une toute dernière fois à la sortie du parc pour immortaliser ces instants comme un dernier hommage, même si je sais pertinemment que cet ultime au revoir n'est pas une fin en soi. C'est ainsi que nous nous retrouvons à l'entrée du très sauvage parc national du Grand Teton pour finaliser cette incroyable journée au royaume des bisons, où nous profiterons le temps d'un instant pour nous retrouver et partager ces moments de détente
après tant de kilomètres parcourus ensemble, à sillonner les routes de l'Amérique profonde. Ainsi sera marquée la fin de cette incroyable aventure qui nous aura apporté beaucoup plus que l'on ne saurait jamais le dire. C'est ainsi que nous nous retrouvons à la tombée de la nuit, dans la splendide vallée du Grand Teton National Park. Niché entre les lacs aux eaux limpides et les sommets enneigés du Wyoming, le soleil ne devrait pas tarder à se coucher sur les vastes contrées sauvages qui s'étendent à perte de vue, reflétant toute la beauté de cet endroit remarquable où l'absence de touristes laisse libre cours à la vie sauvage dans ces grands espaces recouverts de forêts en abondance. Le soleil n'est pas encore couché sur le parc, que l'on peut déjà observer les premiers animaux qui déambulent paisiblement le long de la Snake River. Le ciel se paraît de ses plus belles couleurs, venant ainsi révéler toute la grâce de ce paysage à la beauté presque parfaite. Nous étions comme hypnotisés par la beauté de cet endroit incroyable, d'où émanait une force tranquille et un calme d'une douceur exquise. Le ciel se faisait de plus en plus sombre et il nous fallait déjà repartir vers notre prochain point de chute. Nous faisions nos derniers adieux aux vastes étendues sauvages qui défilaient sous nos yeux comme si ce merveilleux moment n'était finalement qu'un doux rêve que nous ne pouvions qu'effleurer du bout de nos doigts. Nous ramenant à la triste réalité que ce merveilleux voyage était sur le point de prendre fin et qu'il faudrait bien, qu'on le veuille ou non, quitter les grands espaces sauvages pour revenir à la soi-disant civilisation. La semaine prochaine, nous vous emmènerons avec nous sur les routes de l'Ouest américain, où nous attendent 1527 km avant d'atteindre San Francisco. Une partie de plaisir pour certains, un véritable calvaire pour les autres. C'est qu'on arrive. Qui c'est qui fait les lessives aux États-Unis? Tu vois que je suis de bonne volonté. Ah non mais ce petit rire, tu le remballes. Non, je suis pas un gros relou. Hein? Ah, moi je suis chiant. Avec- Oui, mais c'est différent.